Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission sous la supervision de l'Alliance pour une communauté éducative et inclusive. Et comme vous le savez, nous avons l'habitude de nous rencontrer ainsi pour vous entretenir sur un thème relatif à l'éducation. Et aujourd'hui, nous avons le grand privilège de recevoir un nouvel invité à la personne de William Ngassam, enseignant en Ontario. Et aujourd'hui, il va nous parler d'une thématique tout à fait spéciale parce qu'il s'agit du leadership. Il est donc lui-même un leader. Donc, nous allons savoir comment se passe justement le mentorat en milieu de l'enseignement, en milieu de l'éducation ici en Ontario. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord accueillir notre invité. Bonjour, Monsieur William. Bonjour, Monsieur Richard. Nous sommes C'est très un, heureux de vous avoir. c'est un plaisir pour moi. Peut-être juste que j'aimerais ajouter, je suis actuellement directeur, mais un directeur reste un enseignant, donc ça veut dire j'ai un parcours d'enseignant d'au moins 9 ans d'expérience au Canada, et puis depuis environ 5 à 6 ans, je suis je suis plutôt un parcours au niveau des directions d'école, quoi. Très intéressant. J'allais justement embrayer sur cela pour vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs, mais c'est déjà un très bon réflexe de commencer par là et nous sommes tout à fait contents de savoir justement que Monsieur William est directeur et c'est justement à ce titre qu'il va nous entretenir. Donc, nous sommes très contents de vous avoir déjà. En dehors de cet aspect, peut-être vous pourriez encore vous présenter s'il y a d'autres aspects à Oui, nos spectateurs. Oui, c'est toujours oui, un... mais merci pour l'occasion. Quand je disais enseignant puis directeur, mais la composante essentielle sur laquelle on parle aujourd'hui, c'est de notre leadership dans Mhm. l'enseignement parce que euh, l'impact, c'est surtout ce qui se parle en salle de classe qui va se refléter au niveau des rendements des élèves. Donc, j'ai eu la chance depuis septembre 2009 à enseigner dans une école secondaire de l'Ontario. Tout au long de cette carrière, j'ai pu avoir l'occasion d'enseigner plus particulièrement les mathématiques en septième année, en huitième, jusqu'en douzième année, les cours spécialisés y compris. C'était aussi le privilège pour moi d'avoir enseigné des matières en sciences comme la physique au niveau secondaire. Euh, Cela dit, j'ai eu aussi la chance de travailler au niveau des services de l'enfance en difficulté, donc comme enseignant en ressources où je pouvais accompagner ou travailler avec les collègues enseignants titulaires pour mettre sur pied des stratégies compensatoires qui permettraient de répondre aux besoins des Merci élèves beaucoup. avec des profils de l'enfance en difficulté. Mhm. Et ben, c'est une carrière d'enseignant, mais on sait que il y a le côté aussi souvent parascolaire qui est très très important parce que c'est à ce niveau qu'on a l'occasion de tisser les liens avec les jeunes, de faire partie de leur univers et donc ça aussi j'ai été entraîneur, j'ai fait un peu d'activité parascolaire avec les jeunes. Ce que je Intéressant. pense que pour moi, ça m'a fait avoir un gros portrait de l'éducation dans le système franco-ontarien. Et c'est justement à ce titre que votre rôle aujourd'hui sur ce fauteuil de notre émission, bien qu'il soit virtuel, est très important parce qu'il revêt beaucoup d'importance. Et c'est sur ce point que je voudrais aussi poursuivre, sachant que justement pendant votre parcours, vous avez eu
à être conseiller, enseignant, conseiller ou mentor. En tout cas, en tant que directeur, vous êtes responsable de plusieurs enseignants. Euh, Quels sont les principaux défis d'être mentor d'autres enseignants ou d'autres stagiaires? Alors, c'est une très, très belle question. Mais avant peut-être de parler de défis, je dirais que être mentor, c'est un privilège. C'est un privilège qui va quand même découler d'un certain parcours. Donc, à un moment, ça va juste se révéler aux membres du personnel enseignant. Mm. Donc, à travers ce parcours-là, il va falloir il faut développer des capacités d'ouverture, Mm. donc pouvoir partager, pouvoir écouter, avoir les capacités de collaboration. On sait que quand on travaille en collaboration, on améliore la productivité, les capacités d'écoute, de partage Oui. et d'empathie aussi, parce qu'il faut être empathique, ça veut dire pouvoir comprendre un peu, se mettre à la place des autres. Et puis, il faut avoir aussi les compétences au niveau de la salle de classe, les compétences vis-à-vis de la matière ou vis-à-vis des matières, justement, donc, avoir toujours en idée son perfectionnement professionnel Mhm. pour les matières qu'on enseigne et avoir un esprit mobilisateur. Donc, je pense que devenir mentor va découler de tout ce parcours que je viens de citer et de toutes ces compétences qu'on va développer au fil des années. Donc, il faut surtout pas rester seul, il faut surtout pas se mettre dans un esprit soit que je connais beaucoup, soit que je Mm. ne connais pas. On a Oui, toujours à contribuer à un moment. Donc, tout à fait. je vois toujours la voix de tous compte. Donc, c'est comme ça que je vois cela. Donc, une fois qu'on a pu et être efficace au niveau de la salle de classe et avoir des compétences pour travailler en groupe, mobiliser le monde, échanger et tout le reste, Mhm. c'est clair qu'on est parti pour pouvoir justement, parce que être mentor, c'est la capacité de partager une expérience Tout à fait. surtout côté positif, mais il faut aussi, dans cette idée-là, partager aussi peut-être des défis qu'on a eu peut-être au cours de la carrière. Donc, Mm. je me dis, comme mentor, ce qui pourrait peut-être être un défi, ce serait, je me mets à un mentor qui ne serait peut-être pas ouvert à écouter son mentoré. J'ai tantôt parlé d'empathie, j'ai parlé de partage. Donc, le défi serait peut-être de ne pas être réceptif. Et pour moi, je pense que c'est très important. Chacun peut apporter quelque chose. Donc, le rôle du mentor, justement, serait d'aller chercher son mentoré ou la personne qui mentor, où il est, où elle est. Donc, je vais te chercher où tu es Mhm. avec tes compétences déjà et je vais te suggérer à la lumière de ce que je sais, je vais te faire des suggestions qui vont peut-être te permettre d'ajuster. Et il arrive dans beaucoup de cas que même un mentor va apprendre des personnes qui mentorent dans des Tout mentorés. à fait. Tout à Ça fait. serait juste ça. Donc, il faut vraiment se dire, c'est du donner, du recevoir. Sauf que toi qui es en position justement de mentor, tu Mhm. as plus à apporter pour aider l'autre à ajuster ses pratiques. Donc, c'est vraiment très intéressant ce que vous dites parce que on avait une tendance à considérer le mentoring comme une sorte de transmission d'un point à l'autre, mais là, vous nous montrez qu'en réalité, c'est souvent dynamique, c'est souvent
rotationnel. Ça va dans les deux directions. Et je crois que c'est dans une position de beaucoup d'humilité que vous le présentez parce que tel que perçu, ça donne plus justement on va dire, d'égalité ou tout au moins de contexte beaucoup plus idoine pour l'apprentissage de la personne qui vient recevoir le savoir. Donc, c'est très intéressant. Et en dehors de ces avantages ou de ces enjeux pour se préparer en tant que mentor, est-ce que il y a d'autres aspects. Vous avez évoqué, pour le rappeler à nos téléspectateurs, peut-être qui viennent de nous joindre, vous avez dit la nécessité d'avoir pris du temps quand même. Ce n'est pas un privilège donné à tout le monde. Il faut avoir du temps dans le métier et puis avoir de la tempérance, de l'empathie, l'écoute de l'autre. Donc, on a écouté tous ces aspects-là. Est-ce qu'il y a d'autres compétences administratives ou, je ne sais pas, intellectuelles pour être mentor? Oui, je vois toujours le processus d'être un mentor comme c'est un processus de t'es là, je tends la main. Maintenant, d'autres processus peut-être administratifs que je dirais, peut-être là, on va déjà dans un cadre de leadership plus poussé, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire, peut-être Oui, peut-être. dans un cadre d'encadrement d'une équipe un peu plus grande et tout. Oui, ou bien même l'extrait de casier judiciaire, est-ce que tout ça doit entrer en jeu? Non, non. Comme j'ai dit, les premières capacités d'un mentor, c'est juste d'abord son expérience. C'est ça qui fait de nous un mentor. C'est l'expérience que vous avez au niveau de votre engagement, peut-être dans une institution, ce que vous apportez comme rendement positif. C'est ça qui va faire peut-être que un leader vous choisisse pour être juste, ou vous fasse la demande de pouvoir être le mentor d'une personne. C'est aussi, comme j'ai dit, la capacité à, à ta maîtrise du système côté éducatif, tes compétences, ta capacité à transmettre et aussi à recevoir, comme je disais tantôt. Donc, si c'est juste un enseignant qui est mentor d'un enseignant, par exemple, c'est juste cela que ça va prendre. Maintenant, si après, on va dans un sens peut-être plus large, comme encadrer des équipes, peut-être des équipes, être facilitateur dans un département de mathématiques au sein de l'école, oui, ça va aller avec tout ce que j'ai tantôt dit, les compétences au niveau de la matière, les compétences au niveau d'être capable de mobiliser une équipe. Parce que quand on est un leader, on dit que ce n'est pas une position vraiment, mais c'est une activité. Donc, ta capacité, en fait, à éclairer, la capacité de lancer une idée qui peut susciter de la discussion, qui peut être comme un point de départ et mobiliser le monde pour justement travailler dans cette idée-là. Sans oublier que, comme vous avez utilisé un mot très, très important qui est dynamique. Donc, le leader ou le mentor doit vraiment avoir cela en tête. Peut-être l'idée que je lance, ça va susciter le débat, mais peut-être à la fin, ça sera quelque chose qui sera plus ajusté parce que, en fait, voici la vraie problématique qui est peut-être différente de l'idée du départ. Donc, c'est cette capacité-là. Il faudrait que tu viennes avec l'idée, mais que les autres, ensemble, en viennent avec la solution. Donc, c'est vraiment ça. Non, mais merci beaucoup, merci. Donc, ce parcours peut-être pourrait nous permettre maintenant, puisqu'il nous a balisé le lieu pour comprendre de quoi il est question quand on parle de mentoring. Maintenant,
est-ce possible de savoir s'il y a des défis pour les futurs mentors ou les futures personnes à mentorer pour qu'ils et elles se préparent? Alors, j'ai juste envie que d'avoir une clarification pour me rassurer que je vais bien répondre à la question. Est-ce que on reste juste à un mentor enseignant ou un mentoré enseignant, ou vous voulez vraiment voir ça à un sens plus large? Oui, nous sommes beaucoup plus dans le cadre de l'enseignement et surtout des futurs enseignants parce que le programme s'adresse beaucoup plus aux futurs enseignants, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient ou ici au Canada, en Ontario. Donc, de Excellent. savoir, par exemple, en tant que mentor d'un enseignant, est-ce qu'il y a des défis, des difficultés auxquelles il faut s'apprêter, auquel cas ça pourrait aider les futures personnes mentorées à peut-être les surmonter. Excellent, non, merci pour la clarification. Euh, Ce que je dois d'abord dire, c'est que on a tantôt parlé d'un dynamisme, ça va être dans les deux directions parce qu'en fait, je suis justement en train de travailler dans un projet Oui. pour l'intégration et la rétention et la croissance même des nouveaux enseignants dans un système. Mhm. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des défis. Les défis, je vais commencer par la nouvelle personne qui arrive. J'ai tantôt parlé d'ouverture. C'est de comprendre que on va se retrouver dans un nouveau système. Donc, être dans un nouveau système veut dire qu'il faut être prêt à... il faut apprendre à comprendre le nouveau système. Mhm. Il faut être prêt à prêter l'oreille. Ce qui va souvent arriver, c'est peut-être si on est nouveau et qu'on est un peu enfermé dans sa bulle ou qu'on a des anciennes pratiques, qu'on pense que c'est juste ces pratiques-là. Donc, ça peut être vraiment problématique. Donc, ce qui est important, c'est vraiment ce que moi j'ai appris, parce que j'ai vécu vraiment cela comme enseignant, c'était les départs n'ont pas été justement très faciles parce que j'étais encore avec la perspective d'un enseignant, de comment j'ai étudié quand j'étais élève. Donc, voilà la perspective, comment est-ce que je voyais mes enseignants. Mais ici, il faut vraiment changer le paradigme et se dire que non seulement les sociétés sont très évolutives, Mhm. mais que les systèmes peuvent être différents. Donc, c'est vraiment, moi, ce que je conseille toujours au départ, c'est d'avoir du recul pour essayer de comprendre les fonctionnements de cette société, Ouais. pour comprendre le système éducatif. Et c'est très bien parce que vous amenez l'idée de mentor. Une belle idée, selon moi, pour le nouvel enseignant, Mhm. ça serait peut-être de se rapprocher de ce que, dans le cadre de mon projet, j'ai appelé des alliés. Donc, Ouais. les alliés, ce sont des enseignants qui ont déjà eu un certain parcours à travers ce nouveau système et poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Ça peut être euh, comment est-ce que tu rédiges tes commentaires de bulletin pour la planification? Voici ce que j'ai fait. Comment est-ce que tu penses que j'aurais pu faire différemment? Mais on a aussi dans le cadre de nos études le mentorat qui provient du cadre PIPNPE, donc Programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant. Mhm. Mais il faut vraiment se familiariser avec ça, tout ce qui est planification, évaluation, gestion de classe. Ouais. Maintenant, pour le mentor, c'est celui qui a déjà quand même eu un peu cette expérience. Ça peut être n'importe qui du système. Mhm. Ce que le mentor doit surtout faire, c'est d'abord de se dire, peut-être les autres n'ont pas la même connaissance de ce système. Donc, être ouvert. Si je suis ouvert à comprendre c'est quoi le besoin
du nouvel enseignant. Alors, je pourrais mieux l'accompagner, donc vraiment lui poser des questions sur ses pratiques et peut-être avec son expérience lui dire, par rapport à tes pratiques, voici comment je t'aurais suggéré. J'ai travaillé sur tel élément de telle façon et voilà où j'ai été buté. Donc, le mentor doit vraiment se mettre à la disposition du nouvel enseignant pour l'écouter, comprendre. Parce que ce que la nouvelle personne vient, c'est aussi avec beaucoup de bagages. Donc, dans ce cadre d'échange, il faut aussi le mettre beaucoup en confiance. Donc, souvent, les nouvelles personnes n'ont pas confiance, pourtant, elles viennent déjà avec beaucoup de compétences et de connaissances. C'est vraiment de leur dire, hey, ça, ce que tu fais, c'est très bien, mais voici comment on pourrait le remodéliser pour que ça soit plus bénéfique. Voici comment il faudrait partager ceci près des élèves, aux parents, à la direction. Voilà comment. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment que le mentor met le mentoré en confiance, soit ouvert par rapport à tout ce qu'il te dit et que ce soit le point de départ de vos discussions. Très intéressant. Merci beaucoup. Nous en apprenons beaucoup parce que on sent une personne qui est tout à fait habituée à la situation et nous aimerions savoir si vous avez une situation où si d'une manière ou d'une autre, vous seriez toujours ouvert à accepter de nouveaux enseignants pour la nouvelle année académique parce qu'on a souvenance qu'il y a des moments où les directions d'école refusent d'accepter de nouveaux enseignants. Est-ce que pour l'année académique 2022-2023, vous seriez toujours ouvert? Mais, je vais quand même mettre le contexte. Selon moi, s'il y a de la place, et si les nouvelles personnes peuvent démontrer à travers un processus de recrutement quelles sont les personnes capables d'assurer la tâche, le métier d'un enseignant, je pense qu'on devrait les ouvrir la porte. Alors, moi, comme directeur, s'il y avait de la place ou s'il y a de la place pour un recrutement, en effet, si le nouvel enseignant répond aux critères et est la personne la meilleure qui répond à ces critères-là, oui, évidemment, elle sera acceptée. Je réponds un peu avec des réserves parce que c'est un processus qui ne dépend pas seulement de la direction de l'école, justement. Il y a l'implication des ressources humaines. Donc, c'est un processus basé peut-être basé sur des entrevues où on va prendre en considération la formation, l'entrevue, le mérite et selon le profil du poste qu'on recherche, on choisirait la personne. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que par expérience, juste comme directeur, au cours de ces années, on se rend quand même compte que il y a une demande. Il y a eu une demande ces dernières années pour des postes d'enseignants. C'est un métier très passionnant, c'est un métier très excitant qui a aussi ses défis. Toutefois, il y a de la place pour cette belle aventure pour les nouvelles personnes aussi. Ce n'est pas un métier réservé à ceux qui sont déjà là. Il y a toujours un point de départ pour tous. Et donc,
pour moi, ma vision, c'est que des nouveaux enseignants, ben, déjà, des nouveaux enseignants, c'est déjà un mérite de choisir cette carrière. Et si elle a choisi, c'est parce qu'il y a des possibilités dans nos systèmes à pouvoir les accueillir. Merci beaucoup, Monsieur William. Justement, ça, c'est au niveau des enseignants. Et nous sommes très contents de savoir qu'il y a de la place et je crois que nos téléspectateurs se remuent les mains là pour postuler, pourquoi pas dans votre école ici. Mais on aimerait savoir pour les personnes qui sont encore en formation, qui vont chercher une place de stage, quels sont, je vais poser platement la question, quels sont les profils de stagiaires que vous n'accepteriez pas dans votre école s'ils se présentaient? Ou bien vous acceptez tous les étudiants? C'est une belle question. Je n'ai pas peut-être eu la chance de méditer sur cela avant. Je ne pense pas qu'il y ait un profil de stagiaire qu'on n'accepterait pas dans les écoles. L'une des conditions, et je vais encore parler juste avec peut-être de mon expérience et puis avec la perspective soit d'un enseignant qui est déjà en poste ou d'une direction d'école que je suis. Normalement, toute personne qui est dans une université, en faculté de l'éducation, devrait être capable de trouver un stage dans une école. Mais ça va maintenant, ça dépend après dans des écoles. Je ne dirais pas juste des enseignants, mais de la capacité d'accueil des stagiaires. Il y a un processus qui va, les universités travaillent en étroite collaboration avec justement les conseils pour demander aux conseils d'encourager les personnes dans les écoles de pouvoir recruter des stagiaires. Je le fais quand il m'est demandé, mais je le fais. La seule chose, c'est que je le fais en demandant à mon personnel leur disponibilité par rapport à accueillir un stagiaire. La première année d'enseignement, je ne pense pas qu'on puisse accueillir, mais je pense qu'après 2 années ou à partir de la deuxième année, chaque enseignant peut accueillir un stagiaire. À partir de la deuxième ou de la troisième, donc, ça dépend juste, selon moi, de la disponibilité. Maintenant, il y a quand même un aspect qui est important, c'est que pour accueillir quelqu'un dans nos écoles, il faudrait que cette personne démontre qu'elle n'a aucune infraction. Donc, on veut un relevé d'antécédents criminels. Très important, c'est oui, ça que je vous fais là. sans aucune infraction. Et puis, selon moi, s'il y a de la disponibilité, donc si les enseignants sont disponibles à le faire, oui, on va accueillir les stagiaires. Donc, moi, comme enseignant, c'était très passionnant d'accueillir des stagiaires parce que, comme je dis encore, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de ces personnes, mais aussi ça m'a donné la fierté d'accompagner une nouvelle personne qui était sur le point d'exercer la fonction d'enseignant. Pour moi, comme j'ai dit, c'est très dynamique, c'est très en évolution. Le monde de l'éducation bouge beaucoup et il y aura toujours la place pour accueillir les nouvelles personnes dans ce métier. Merci beaucoup. Là, nous parvenons déjà au terme de ce programme. Le temps s'envole très vite. Tellement vous parlez bien et puis le sujet aussi passionnant, on n'a pas vu le temps s'écouler. Peut-être un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs qui sont à la porte de devenir vos futurs collègues ou collaborateurs. Comment mieux s'apprêter? Quelques conseils, si possible. Un dernier mot, ce serait d'abord de leur féliciter parce que elles, pour parler des personnes, elles ont choisi un métier très, très passionnant.
l'éducation, je pense que c'est Nelson Mandela qui disait, c'est la meilleure des choses, c'est la meilleure âme. Il avait parlé de quelque chose comme ça en lien avec l'éducation. Oui. Euh, les conseils que je peux les donner, c'est vraiment de savoir déjà que elles auront beaucoup à apporter. Donc, c'est d'avoir confiance, c'est d'être ouvert. Oui. Elles auront beaucoup à apprendre. C'est un métier très évolutif. C'est comme les technologies. Donc, il faut toujours se remettre en question, il faut se remettre en cause. Donc, c'est pour ça qu'on parle en fait de perfectionnement professionnel continu. Donc, les nouvelles personnes auront à se perfectionner au fil des temps et je vais les encourager vraiment une fois qu'elles commandent le métier d'enseignant de se donner des étapes. Par exemple, se dire, j'ai besoin de comprendre le fonctionnement d'une salle de classe pendant 5 ans. Après 5 ans, j'ai besoin de commencer un nouveau défi, peut-être comprendre le fonctionnement de la France en difficulté. Après 2 ans, j'ai besoin de pouvoir être capable d'encadrer une équipe pédagogique. J'ai besoin donc de se donner des défis et avoir une carrière qui les permet en fait de pouvoir voir les différentes facettes de l'éducation. Comme c'est plusieurs pièces qu'on met ensemble, il y a l'enseignement, mais après, il y a tout ce qui tourne autour. Et de rester vraiment à l'écoute, de beaucoup collaborer et toujours de se dire, de penser à ce que j'appelle toujours quelque chose d'universel qui est le donner et le recevoir Ouais. et d'avoir en tête que tout ce que je fais à la fin, c'est pour que les élèves puissent apprendre, s'épanouir et devenir des citoyens de ce monde, eux qui vont par la suite continuer l'œuvre ou servir dans toutes les positions de la société pour en fait continuer l'œuvre de l'avancement de la société, quoi. Quoi de plus beau que de se retrouver justement dans ce courroie d'engrenage où on est stagiaire, puis on devient soi-même mentor et puis on mentor d'autres. Et puis, ça devient comme un cercle rotatif. Comme vous l'avez dit, même le mentor apprend du mentoré. Donc, c'est très beau comme image et nous souhaitons que cela se passe de la plus belle des manières dans votre école que comme dans d'autres écoles de l'Ontario et du Canada de manière globale. Donc, avec cette belle intervention, donc cette émission entre en gare pour se poser et puis se préparer pour un nouvel envol. Donc, nous vous disons merci, Monsieur William, ainsi que à tous nos téléspectateurs, nos auditeurs, pour ceux qui nous écouteront par des voix audio. Donc, nous étions en train de parler de l'éducation dans votre émission préférée, nous le souhaitons tout au moins, encadrée par l'Alliance pour une communauté éducative inclusive. Et aujourd'hui, donc, nous avons reçu M. William qui nous a bien entretenus. Nous vous disons merci, restez scotchés et puis nous nous reverrons très prochainement avec un nouvel invité, un nouveau thème et toujours plein d'énergie pour vous servir. Moi, c'est Richard Atimnira Nielade. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup.